While it is true that the affected areas of our territory are very limited, we remain on the alert. Our security forces on the ground can intervene at any time. This is an opportunity for me to stress that each one of us must be aware of the benefits of living in a stable country where institutions are functioning normally, where the security of people and property is guaranteed, and where every citizen can nurse hopes of a better life. The current situation in the Central African Republic demonstrates the possible consequences of instability and disorder. Massacre, looting, and displacement have become the order of the day in that brotherly and friendly country. It was the duty of and an honor for Cameroonian troops to participate in the operations of the multinational force aimed at restoring security and protecting people within the territory of our immediate neighborhood. My dear compatriots, we are somewhat at a crossroads. Growth is within our reach. Our budget is viable. Our public debt is sustainable. In short, our economic and financial situation gives us every reason to hope for prosperity. It is either we take the easy road by postponing reforms, in which case, in 10 or 20 years' time, we shall have had such a cumulative delay that we can hardly meet the needs of our people. Or we set high goals for ourselves and adopt strict collective discipline, in which case we will embark resolutely on economic emergence. I suggest that we adopt the latter option, that of sacrifice and courage. At a time when we are beginning to see many concrete signs of our democratic, economic, and social progress, I invite you to embrace a new spirit of patriotism. I believe we can do a lot better. I'm not asking for your sweat or blood or tears. Rather, I am merely urging you to commit yourself wholeheartedly to this new phase of our grand national plan. At the dawn of this new year, I would like, on behalf of you all, to address our indomitable lions. Dear indomitable lions, we have qualified for the final phase of the 2014 FIFA World Cup in Brazil. We want you to follow in the footsteps of your illustrious predecessors of the glorious campaigns in Spain in 1982 and Italy in 1990. Give us a thrill once again. The Cameroonian people are with you. To conclude, I am pleased to announce the release of Father George van den Busch. Thanks to the action of our services, backed by Nigerian and French authorities, this priest, so devoted to his mission, has been freed today. My dear compatriots, I would now like to extend to you all my best wishes for good health and happiness in the new year. Happy and prosperous New Year 2014. Bonne et heureuse année 2014.
C'était Paul Biya, président de la République du Cameroun. Message. Eh bien, nous sommes de retour dans ce studio 1 de Mix TV, la télé chrétienne au cœur du monde. Et nous venons comme ça en direct de suivre le 32e discours du chef de l'État camerounais, M. Paul Biya, qui est aux commandes de cette nation. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais me tourner vers certains de nos panélistes qui sont versés dans la chose politique, parce que nous allons commencer par le point politique. Et je me tourne comme ça directement vers Maître Sim, en sa qualité de vice-président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maître Sim, le chef de l'État se félicite là de ce qu'il avait annoncé, la biométrie, la refonte du fichier électoral. Il avait promis également la révision de la chambre basse du Parlement. Et aujourd'hui, nous savons que ce sont des réalités, des faits. Et il peut revenir là-dessus avec fierté. Et vous, l'homme politique, comment vous vivez ça? Écoutez, je voudrais d'abord dire mon impression générale sur le discours du président Biya. J'ai une impression générale de lassitude, une impression générale de fatigue et le sentiment que le président a du mal à renouveler son discours. Mais cela se comprend. C'est le 32e discours qui fait la nation et forcément, il n'est pas évident, après le 32 discours, de trouver un langage nouveau, de trouver quelque chose qui porte pour son peuple. Et donc, évidemment, j'ai le sentiment que les Camerounais eux-mêmes sont fatigués de l'écouter et que si on fait un sondage ce soir, on verra que très peu de Camerounais sont intéressés par ce discours parce qu'ils ont le sentiment que rien de nouveau n'a été dit. Alors, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que la biométrie est venue quelque peu... il y a des réalisations. La démocratie au Cameroun. Le président Paul Biya et nous vivons dans deux pays différents. Il vit dans un pays qui n'est pas celui dans lequel je vis. J'étais candidat aux élections municipales et législatives en 2013. Non, écoutez, la biométrie a été simplement en mesure de faire qu'on ne puisse pas avoir des doublons, encore qu'il y ait des doublons. Pour le reste, tout s'est passé exactement comme avant, avec les mêmes récriminations, avec les mêmes bourrages d'urnes, avec les mêmes achats de conscience, exactement comme avant. Et le résultat a été exactement le même. Une majorité obèse du RDPC. Je voudrais dire vraiment sérieusement que le président ne vit pas dans le pays dans lequel nous vivons. Sinon, il ne dirait pas ça. Quand le président dit que le processus s'est bien déroulé, j'ai dit non. Je vais vous faire une révélation. Oui. Ayant le contentieux électoral des municipales, 300 dossiers de contestation des élections. Sur les 300 dossiers à la Cour suprême où on contestait l'élection municipale, il y avait une centaine de dossiers introduits par le RDPC, qui est le parti de Paul Biya lui-même. Son parti même contestait l'organisation des élections municipales. Aux législatives, il y a 75 recours en annulation des élections législatives. Sur les 75 recours, il y en avait une trentaine introduits par le RDPC, qui est son parti. Le RDPC se plaignait de la mauvaise organisation des élections, en demandant qu'on les annule à 30 endroits différents. J'ai dit ceci. Ou alors, il ne voit pas ce que nous voyons, et que même son parti a lui voit, ou alors, le président de la République refuse de nous dire exactement ce qui se passe. Il a insisté pour dire que ce n'était pas des faits majeurs de nature à entacher une élection. Écoutez, une élection doit être crédible de bout en bout. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des centaines de contestations et qu'on dise que c'est des faits mineurs. Et pas les observateurs internationaux, mais que j'en parle, ces gens-là. Ils viennent ici quelques jours avant les élections. Et le dimanche soir, donc juste après la clôture des bureaux de vote, ils viennent dire à la télévision, tout s'est bien passé. Non, ces gens doivent attendre quand même le lendemain des élections pour savoir si les gens sont contents, si les acteurs ont dit leur joie par rapport au processus. Ils n'attendent jamais. S'ils avaient attendu, ils auraient très bien vu le nombre de contestations. Et je prends un cas très simple, celui de Yaoundé 2, où j'étais candidat municipal. Nous avons produit une soixantaine de procès-verbaux de bureaux de vote contestables, haïssables. C'était quelque chose de barbare simplement. Cette tricherie qu'il y avait eu à Yaoundé 2, où son parti gagne avec 51%. Et j'entends dire que tout s'est bien déroulé. Oui, effectivement, ça s'est déroulé dans le calme. Mais si on considère que le calme est le seul critère d'une bonne élection, alors il a raison. Mais moi je dis, comme acteur politique, que tout est à refaire. Nous devons pouvoir aller plus loin
et faire une élection que personne ne contestera. Peut-être je vais me tourner vers, avec la permission Ernest, peut-être je vais me tourner vers le docteur Simon pour lui dire, pour demander, en 2012, il avait été annoncé la tenue d'un conseil constitutionnel et aujourd'hui encore, le chef de l'État nous l'annonce dans un délai raisonnable. Le conseil constitutionnel viendra-t-il pas et quelle est son opportunité dans le contexte actuel? Bon, merci Francine de me passer la parole. D'une manière générale, le discours du chef de l'État nous renvoie un peu à une forme de récurrence. Et s'agissant du Conseil constitutionnel dont vous faites allusion, il viendra meubler l'architecture institutionnelle du Cameroun, mais vu sa configuration, il ne changera rien à la donne politique du Cameroun. Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce Conseil constitutionnel? Ce Conseil constitutionnel, compte tenu de la loi qui le crée, son mode de saisine, oui. Son mode de saisine qui laisse la possibilité seulement au chef de l'État et aux membres du Parlement et aux présidents des régions ne pourra pas permettre aux citoyens qui sont lésés dans leur droit de le saisir. Et il y a également son mode de contrôle. Le contrôle, c'est un contrôle a priori. Et c'est-à-dire qu'il faut contrôler les lois avant qu'elles n'entrent en vigueur. Oui. Alors qu'il aurait fallu que le contrôle soit a posteriori. Le contrôle a posteriori, c'est le meilleur contrôle pour le contrôle de la constitutionnalité des lois. Et il faut retenir que le Cameroun a souvent l'intention de copier ce que fait la France. Mais en 2008, on a modifié la loi créant le Conseil constitutionnel français et on a introduit le contrôle a posteriori. On aurait cru qu'en 2012, la dernière modification de cette loi au Cameroun, on aurait introduit aussi ce contrôle par mimétisme. Alors, on a également dans ce studio des hommes de médias à la notoriété nationale bien établie. Alors, je me tourne d'abord vers mon confrère Simon. Alors, Simon, certainement, vous suivez l'évolution des affaires républicaines de près. Alors, est-ce que vous avez, vous, le sentiment que le Cameroun, du moins pour l'année 2013, a connu des avancées considérables sur le plan politique? Bien évidemment, Ernest, bien évidemment, quand nous essayons un peu de voir l'aspect politique, nous nous rendons compte qu'il y a des avancées significatives, puisque quand j'entends parler le responsable de MRC, c'est ça, Maître Sim, je me rends compte qu'il y a eu des avancées parce que le président de la République a dit qu'il y aura la biométrie, et effectivement nous avons eu la biométrie, dans le bureau de vote, j'ai tourné, j'ai sonné, j'ai pu voir qu'il y avait des bureaux de vote, j'ai également essayé de jeter un coup d'œil au niveau de la réforme des listes. La liste électorale, le fichier électoral a été refondu. Voilà, ça a été refondu. Et également, il a promis l'établissement des cartes d'identité gratuite. Et ça a été effectif. Vous avez vérifié la gratuité de l'établissement des cartes d'identité? J'ai vérifié, j'y suis allé plus d'une fois dans un cadre purement professionnel. Je me suis rendu compte qu'il y a eu des avancées de ce côté-là. Oui. Alors, vous partagez le même avis, M. Sack? Oui, je le partage. Mais moi, je me dis, si on pouvait se cacher et écouter le président parler, on pourrait dire voilà un pays qui a tout pour réussir. Il a dit lui-même dans son discours de chaque année, ça se répète. Tout pour réussir, pour être un peu plus clair, c'est-à-dire des hommes travailleurs, des femmes dévouées dynamiques, une jeunesse dynamique et zélée, de bonnes ressources naturelles, un sous-sol fourni, un bon budget. Mais pourquoi ça n'avance pas? Et moi, j'ai pu voir derrière ce discours un appel caché du président de la République, comme pour dire, nous ne pouvons plus, aidez-nous. Moi, je le crois. Et maintenant, je peux parler aux hommes d'église pour leur dire, certes, peut-être le 11 février 2013, le président a mentionné les églises pour les interpeller à s'immiscer dans le jeu politique, dans la construction nationale. Mais aujourd'hui, il s'est fait mieux là-dessus. Et moi, je peux prolonger la chose en disant, tournons-nous vers l'économie, devenons de véritables acteurs économiques. Parce que là, il y a un aveu d'une inertie. On ne peut pas comprendre d'où provient le mal. Tout est là. Je prends un petit exemple. Même les budgets d'investissement public, l'argent est disponible. Mais ce n'est pas consommé à plus de 50%. Pourquoi? Alors moi, je pense qu'il nous a demandé un sursaut patriotique. Il faut qu'on l'aide.
et qu'on aide ce gouvernement. Nous avons beaucoup attendu du gouvernement, mais là, quand on suit les listes, ici ou ailleurs, tout le monde se plaint. Qu'est-ce qui ne va pas? Disons-nous donc, devenons, c'est pas un 5e pouvoir, que le peuple se mette au travail. Et nous reviendrons d'ailleurs là-dessus parce qu'il y a une similitude entre une partie de ce discours d'aujourd'hui et une partie de ce discours de l'année passée où le chef de l'État en appelle, on entend là un homme qui pleure et un homme qui demande le secours. Nous allons revenir là-dessus, mais pour l'instant nous allons parler du côté social de ce discours du chef de l'État. Il avait parlé l'an passé des logements sociaux qui devaient être en construction. Il avait dit 2013 sera l'année des logements sociaux parce que le constat était évident que les logements fournis ne peuvent pas satisfaire la demande et que le Camerounais moyen ne peut pas se loger au Cameroun. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas revenu là-dessus sur les logements sociaux, mais nous savons quand même qu'il y a des tractations souterraines entre les investisseurs étrangers, je parle sous le contrôle de Maître Sim, entre les investisseurs étrangers qui ont signé des accords de partenariat pour construire les logements sociaux au Cameroun. Et là, je vais me retourner justement vers Maître Sim pour lui demander où est-ce qu'on en est déjà sans que vous soyez ministre de l'Habitat, où est-ce qu'on en est déjà avec les logements sociaux? Mais on peut savoir, il faut déjà savoir qu'il y a un déficit en logement à Yaoundé, à l'heure où je parle, de près de 100 000 logements. Oui. Cela veut dire qu'une personne qui vient à Yaoundé, un fonctionnaire qui est affecté à Yaoundé, ou un jeune qui finit son école, ne peut pas se loger à Yaoundé. Il y a un déficit de 100 000 logements dans cette ville. Et je ne parle là que de Yaoundé, je ne parle pas de Douala. Et pour résorber ce déficit-là, l'État se doit, et ça ce n'est plus une promesse qu'il faut faire, l'État doit absolument prendre le taureau par les cornes et se dire, on fait le logement social. Or, un logement peut être social lorsque l'investisseur doit acheter du terrain, lorsque l'investisseur doit payer la TVA et toutes les taxes qui vont avec. Ça ne peut plus être un logement social, ça ne peut plus être. Voilà. Sous ces conditions, on ne peut plus parler de logement social. Absolument. Donc l'État doit prendre sur lui de donner des terrains gratuitement à ces investisseurs étrangers, de supprimer les taxes sur les logements, de supprimer les taxes à l'importation du matériel de construction. C'est le seul moyen de permettre que les logements soient faits à moindre coût. Moi, j'ai vu des projets sociaux à Yaoundé, 10 logements sociaux, où les maisons coûtaient 45 millions de francs, des maisons, des villas simples, 35 millions de francs. C'est le salaire d'un Camerounais moyen pendant toute sa carrière. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas faire cela. Le drame quand même, c'est que pendant 31 ans de pouvoir, le président de la République n'a pas fait ce travail de fond là, de réfléchir et de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que les Camerounais puissent se loger pour qu'ils soient. Parce qu'il faut savoir que le droit au logement est un droit inscrit dans la Constitution. La Constitution camerounaise, c'est vrai. C'est un cadeau que nous demandons à la République quand nous exigeons d'être logés. En France, il y a le droit au logement qui est opposable. Cela veut dire que si une personne, pendant 6 mois, ne trouve pas un logement dans une ville, eh bien la mairie est contrainte de loger la personne. Oui. Et donc ce n'est pas une faveur que l'État fait aux citoyens en leur pourvoyant des logements. C'est un devoir régalien de l'État. Et je pense que si le président de la République enfin a fini par le comprendre et que des mesures soient prises aujourd'hui pour qu'il y ait peut-être des logements sociaux demain, on ne peut qu'encourager. Nous sommes une opposition responsable. Nous disons que ceci est mauvais et nous proposons des alternatives, une nouvelle crédible. Et c'est ce que je disais maintenant, c'est de faire en sorte que le foncier soit gratuit, que les taxes soient annulées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'importation. C'est le seul moyen de faire le logement social. Tant qu'on ne fait pas ça, je pense que rien ne pourra avancer. On peut faire des discours tous les jours, toutes les années, on n'aura pas de logement social. Encore qu'on n'est pas revenu là-dessus, sur celui-ci de ce soir, et même le problème reste toujours insoluble. Nous n'avons pas encore de logements sociaux, même si je répète que par tractation de journalistes, nous avons découvert que des investisseurs anglais et chinois sont sur le coup et sont en train de signer des partenariats avec le Cameroun. Je vais me retourner. Ça aille de l'avant parce qu'en réalité, la crainte que nous avons, le président parlait maintenant du suivi des projets. Le suivi des projets. On dit souvent des choses. On signe même des papiers. On signe même des papiers. Oui. Et puis rien n'est fait après. Vous savez, on nous a pendant 2 ans annoncé une autoroute qui devait passer par mon village Yingui. Et puis après, on n'en parle quasiment plus. Alors qu'il y a 2 ans, c'était
le mot à la mode, autoroute, et puis on n'en parle plus. La question que je me pose, ce n'est pas celle du discours, c'est celle du suivi, des projets, l'exécution des projets. Et je dis que tant que ce n'est pas suivi, tant que les crédits ne sont pas consommés, le président a dit, interrogeons-nous. Qu'est-ce qui bloque? S'il ne sait pas ce qui bloque, qui passe la main, non, c'est ce qui bloque. On sera pour des solutions. Et c'est pour ça que nous faisons la politique aujourd'hui. Je voudrais me retourner, avant de passer la parole à Ernest Zambo, je voudrais me retourner vers vous pour le pasteur. Hein. Oui, il est pasteur, il faut dire qu'il est pasteur. Il est également homme des médias. Et il est également homme des médias. Alors, le président annonce, toujours dans le cadre social, la construction de 3 hôpitaux de référence. Et il est annoncé par ailleurs la suppression de 600 centres médicaux. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'on va pas mettre au monde un tout petit bébé pour tuer un grand homme? Vous savez, si Maître Sim l'a dit tout à l'heure, on a l'impression que nous ne vibrons pas en phase, ne sommes pas dans le même pays. Déjà, les hôpitaux qui existent, ces hôpitaux de référence, est-ce qu'ils arrivent à satisfaire la demande? Peut-être c'est pour cela qu'il voudrait en ajouter. Bon, en ajoutant 3 hôpitaux de référence, c'est bien. Mais nous croyons qu'il serait plutôt venu en appui des 600 qu'on veut fermer. Pourquoi fermer? Il faut plutôt voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut viabiliser ce secteur. Je vais prendre un petit exemple. À quoi ça va nous servir? J'ai fait une petite tournée cette année-ci au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Parce que nous avons essayé de réfléchir. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ne peuvent pas cotiser comme contribuables, comme épargner au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Oui, nous avons fait une projection. Dans 20 ans, nous aurons beaucoup de pauvres dans ce pays. Bon, beaucoup de vieux pauvres qui ne pourront pas se prendre en charge. Alors nous avons posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner la possibilité aux Camerounais, d'une manière personnelle, de contribuer? On a beaucoup de gens dans le secteur informel, oui, c'est vrai, de commerçants. C'est vrai. On nous a dit, curieusement, le texte a été signé depuis, mais le décret d'application est attendu depuis 40 ans. Alors, nous sommes toujours dans le fameux projet, souci de suivi des projets. Je reviens à la question du président. Que valent les comités de suivi, les commissions de suivi? Oui. Je crois que... Commission de suivi des projets qui ne débouche sur aucune réalisation. Aucune. C'est un discours plein de larmes. Je m'excuse de le dire, mais je veux dire, le président tend la main à de nouveaux acteurs. Comme pour nous dire, peut-être, ne regardons plus le gouvernement, essayons d'une manière ou d'une autre, dans ce sursaut patriotique, d'apporter notre touche à l'évolution de ce pays. Le Cameroun s'est quand même octroyé le partenariat des aides internationales pour résorber le cas du paludisme. Maintenant, on peut se soigner du palud à moindre coût. Et le président l'a ressorti dans son discours de ce soir. Est-ce que ce n'est pas là une avancée dans le social? C'est une avancée, bien sûr. Mais maintenant, quand l'annonce du palud gratuit, du traitement du palud pour les moins de 5 ans, c'est pas nouveau. Ce discours date de 10 ans. Madame Goumbi, il date de 10 ans ce discours-là. C'est vous qui vous plaignez, le président, avec d'ailleurs des commissions de suivi. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il a peut-être mis sur pied maintenant un système de suivi pour que ça devienne une réalité? Écoutez, je vais vous dire, quand j'étais jeune élève au lycée Jos, les élèves du lycée Jos et des autres lycées de Douala et de Yaoundé se soignaient gratuitement, quelle que soit la maladie qu'ils avaient, pas seulement le paludisme. Oui. Quand j'étais malade au lycée Jos, eh bien, qu'est-ce qui se passait? On me donnait un ticket pour aller au centre de santé qui était à Bonanjo. Et quand le cas était plus grave, on m'envoyait à l'hôpital La Quintinie à Douala où j'étais soigné gratuitement, même quand c'était le mal dedans. Quelle que soit la maladie que j'avais, les jeunes étaient soignés pour rien. De même que les vieilles personnes, les personnes de plus de 60 ans, allaient à l'hôpital et ne payaient absolument rien. Donc il y a plus de 30 ans, il y avait déjà en place un petit système de mise en place de sécurité sociale qui a disparu. Maintenant, on nous annonce que c'est les enfants de moins de 5 ans qui ont le traitement du paludisme gratuit. J'ai un enfant de 6 ans qui est camerounais. Il n'a pas le droit d'être soigné au Cameroun gratuitement, parce qu'il a 6 ans subitement, parce qu'il a 7 ans, parce qu'il a 8 ans. Et s'il a la typhoïde, on ne le soigne pas. Donc, il y a le palud qu'on soigne. La question en fait est là. Comment on met en place au Cameroun un vrai système de sécurité sociale? Il y a des moyens de le faire. Il y a des niches fiscales. Il y a des détournements de deniers publics. Tout le monde en parle. De l'argent que les gens prennent pouvait servir à faire que le Camerounais soit soigné. Pas seulement les enfants, pas seulement les vieux, mais tous les Camerounais. On ne parle pas de ça. On nous ramène encore en 2016
à la gratuité du traitement du palu pour les moins de 5 ans. Si c'est une avancée, alors je dis c'est une avancée vers l'enfer. Simplement, ça ne peut pas être une avancée en termes positifs. Vous savez, les voitures, une voiture avance en marche arrière ou en marche avant. La nôtre voiture Cameroun, j'ai le sentiment tous les jours qu'elle va en marche arrière. Parce que je dis qu'il y a 30 ans, 40 ans, on avait déjà un système de gratuité des soins pour les enfants. Et 40 ans après, ce système n'existe plus. Un enfant, même de 1 an qui va à l'hôpital, doit payer les médicaments, doit payer la consultation. Et j'apprends que c'est seulement pour le paludisme. Eh bien, écoutez, nos enfants meurent de 1000 autres choses que le paludisme au Cameroun. Peut-être pas qu'il n'existe plus, mais maintenant c'est orienté vers des cibles. Parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a une croissance démographique. Peut-être qu'on n'arrive pas à contrôler. Et il faut dire ça. Oui. Il faut dire ça. Est-ce que l'État peut résoudre maintenant? Oui. Oui. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Au lieu de laisser tout le monde mourir. Souvent au moins les moins de 5 ans. Voilà. Souvent au moins les moins de 5 ans. À votre émission, maître. Non. Gouverner, c'est quoi? C'est prévoir. Il y a un taux de natalité au Cameroun qui est connu par tout le monde, par le président Biya lui-même. Il a appris ça à l'école. On sait très bien qu'en 2035, à l'émergence, nous serons au Cameroun 50 millions de Camerounais. On le sait déjà. Alors on se prépare pour faire des routes qui vont accueillir 50 000 de personnes. On veut les laisser. On ne peut pas dire qu'il y a plus d'enfants aujourd'hui comme si on découvrait ça. Non, gouverner c'est prévoir. Et si c'est la raison, alors je dis à ce moment-là, c'est pas autre chose que de l'incompétence. Et ces gens doivent arrêter parce qu'ils ne peuvent pas dire que les moyens sont réduits. Non, il y a plus de moyens qu'avant. Le budget du Cameroun, il y a 30 ans, était encore à 300 millions. Aujourd'hui, c'est chiffré en milliers de milliards de francs. Donc il y a plus de moyens qu'avant, forcément. Maintenant, il s'agit simplement de pouvoir faire adéquation entre les moyens nouveaux que nous avons et les problèmes nouveaux qui se posent. On ne peut pas se contenter de dire que oui, nous sommes plus nombreux qu'hier. Non, on doit pouvoir avoir prévu ça. Et vous venez c'est prévoir. Si ce n'est pas fait, alors je dis qu'il y a un problème. Alors, docteur Simon, Francis Simon Ampère, vous êtes passé prolixe ce soir. On aimerait bien vous entendre dire, parce que vous êtes une personne ressource, de toutes les façons, dans ce plateau spécial. Alors, à entendre minutieusement Maître Sim et évidemment le grand pasteur Sac, on a comme l'impression que le gouvernement n'arrive pas véritablement à prendre des engagements qui obéissent réellement aux besoins auxquels sont confrontés de plus en plus les populations. Ça pose à quel niveau concrètement? Bon, le problème au sein du gouvernement, c'est un problème de confiance. Figurez-vous que le Cameroun, à l'heure actuelle, est l'un des rares pays dans le monde où... Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous entend? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oui, le volume, on vous entend. Le Cameroun, c'est l'un des rares pays dans le monde aujourd'hui où on retrouve tout un gouvernement en prison. Donc, ce qui signifie que ceux qui sont en poste à l'heure actuelle ont du mal à prendre des initiatives. Oui. Parce que sur la majorité de ceux qui se retrouvent en prison, beaucoup se disaient innocents. Ils sont en prison, ils ne savent pas pourquoi, etc. Donc, et pour éviter donc d'être les prochains occupants des nouvelles cellules qui ont été conçues au niveau du CED, ces personnes-là préfèrent éviter de consommer les crédits qui sont mis à leur disposition. En restant dans l'inertie peut-être? Alors, pasteur Sac, est-ce que, oui, Dimalacha, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas l'impression que véritablement le Cameroun est comme un géant au pied d'argile à la fin? Oui, lorsqu'on sort du Cameroun et qu'on fait la ronde tout autour de nous, nous pouvons dire que le Cameroun est un géant. Oui. Bon, maintenant, dans la réalité, il est fragilisé, au pied d'argile. Pourquoi? Si je prends seulement un petit élément, nous sommes encore sur le social, nous sommes sur le traitement du paludisme. Oui, nous sommes encore dans le cas social. Quand je prends un élément comme l'insécurité au niveau de nos frontières, si les bandits peuvent entrer, combien de civils peuvent entrer? Ça va bouleverser toutes les données sur la démographie. Alors, quels que soient les plans que nous pouvons faire, si déjà nous ne maîtrisons pas nos frontières, comment on peut maîtriser ici? Regardez seulement le phénomène de l'exode rural. D'où sortent toutes ces personnes? Maître Sim l'a dit, moi aussi j'ai bénéficié des traitements gratuits à l'école primaire. Mais aujourd'hui, malgré la multitude d'écoles privées, on retrouve encore des élèves qui sont assis à même le sol. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la natalité qu'on ne maîtrise pas. Et moi je dirais qu'il y a une natalité livresque et il y a une autre
Dans la mesure où il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dont les actes de naissance sont établis peut-être 5 ans après leur naissance. Ceux-là ne sont pas comptés. Oui. Dans ce pays où les officiers d'état civil, on ne sait même pas où ils se trouvent, sont encore capables, délivrent encore les actes de naissance, est-ce qu'ils tiennent ces fichiers à jour? Est-ce qu'ils les renvoient à temps à qui de droit? Moi je me dis, le problème est là. Le gouvernement essaye de faire, mais il ne maîtrise pas les réalités profondes. Alors, très cher confrère Simon, est-ce que vous qui évidemment, vous qui avez la plume très pointue, est-ce que vous n'avez pas finalement le sentiment que le président de toutes ces ROC multiformes ne sait pas choisir les hommes à la place qu'il faut? Peut-être on parlerait des hommes à la place qu'il faut, mais là il y a un petit problème, il y a des petites précisions qu'il fallait qu'on revienne là-dessus. On ne pourrait pas sauter sans tout. Si je parle du choix des hommes, c'est parce qu'il faut allusion aussi à la corruption qui se pratique assez élevée dans nos institutions. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, tout à l'heure, le pasteur Djimala a parlé des centres de santé qu'il faudra fermer. Mais je voudrais qu'on essaie un peu les 600 centres de santé qu'on devrait fermer. Mais je voudrais qu'on s'arrête un temps, soit peu pour jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on dit à la suite? Les centres de santé qui évoluent dans la clandestinité. Et vous le savez si bien, vous et moi, nous avions fait quelques tours dans des lieux assez compliqués. Nous nous rendons compte que ces centres de santé constituent, comment je peux dire, les morgues pour la population. Je pense que le gouvernement, le gouvernement en le faisant, fait quelque chose d'assez salvateur. Pourquoi? Parce que en fermant les centres de santé, il y a des costauds centres qui sont mis sur pied. Les hôpitaux de référence. Voilà, les hôpitaux de référence pour venir apporter la solution aux problèmes qui minent déjà la population. La question c'est, est-ce qu'il y a adéquation dans les chiffres? 600 contre 3, est-ce que ça le fait? Voilà, 600 contre 3. Je voudrais qu'on essaie que Francis, tu essaies un peu de voir ceci. Oui. On a 600 centres de santé qui mettent 600 personnes par jour à la morgue. Alors, qu'est-ce qu'il faut préférer? Est-ce qu'il faudra continuer à mettre les 600 personnes à la morgue ou bien diminuer 600 personnes pour avoir 200? Voilà la question. Alors, le docteur Smo a des rajouts à faire, apparemment. J'aimerais sur la question de la fermeture de ce centre de santé-là indiquer que quand on annonce la création de 3 hôpitaux de référence, c'est pas pour dire que il y a également une capacité française du premier venu. Parce que ces hôpitaux de référence, c'est pas gratuit, hein? Généralement, c'est les hôpitaux de 4e catégorie. Et il faut partir de l'hôpital de première référence, 2e référence, 3e référence pour arriver dans ces hôpitaux-là. Vous voulez dire c'est des hôpitaux réservés aux gens? C'est des établissements publics administratifs. C'est des établissements publics administratifs qui ont un conseil d'administration et qui ont une autonomie de gestion financière. Ça veut dire que pour y accéder en tant que patient, il faut avoir les codes solides. Alors que les centres de santé, c'est dans le domaine périphérique, accessible à tous. Donc, accessible à tous et puis à toutes les bourses. Donc l'annonce des hôpitaux de référence, c'est pas pour le Camerounais qui n'arrive même pas déjà à acheter le paracétamol de 25 francs. Alors, oui, avant de continuer, je voudrais réagir face à l'intervention du professeur du docteur Simon. Docteur Simon, quand on parle des centres de référence, je ne pense pas que ce soit des centres où quelqu'un ne peut pas entrer pour s'y soigner. Est-ce que le docteur Simon, c'est à la portée de toutes les bourses? Voilà, pourquoi pas? Je voudrais qu'on essaie un peu de voir. Est-ce que le Camerounais lambda peut-il notamment trouver des soins? Est-ce qu'actuellement on peut même aller à l'hôpital général avec n'importe quelle bourse se soigner? Alors, ne nous projetons pas déjà dans les hôpitaux de référence, parlons de ce qui existe déjà. Est-ce que vous pouvez aller au matin facilement, aller à l'hôpital général, vous faire soigner avec une moindre bourse? Vous me permettez vraiment, j'ai le sentiment encore, Simon, que nous sommes dans 2 pays différents. Est-ce que vous savez que pour aller à l'hôpital général de Yaoundé ou de Douala, quand vous venez, on vous demande une caution qui est entre 100 et 200 000 pour commencer. C'est-à-dire que avant que nous vous prenions en charge, vous payez une caution de 200 000 francs. Et le test vous dit qu'il y a des gens qui ont du mal à acheter des remèdes pour soigner le paludisme, des remèdes de 500. Quand on demande une caution d'entrée de jeu de 200 000 francs, ils ne peuvent pas y aller. Non, nous ne l'aurons pas. Ces hôpitaux généraux-là sont très bien pour un pays parce qu'ils peuvent soigner des maladies pointues. Donc on a besoin des hôpitaux de référence.
Mais moi, je ne parle pas de référence seulement. Il nous faut des médecins de référence. Il nous faut des médecins bien formés. Vous savez, les médecins, comment ils sont formés aujourd'hui? Nos médecins sont plus dangereux que la maladie. Il vaut mieux parfois rester avec son palu que d'aller voir un médecin. Parfois, ils sont plus dangereux. Et les salles de santé dont vous parlez ne sont pas les seuls mouroirs. Même nos hôpitaux sont aujourd'hui des mouroirs. Je dis qu'il y a un problème général. Il ne faut pas minimiser ce que nous disons. Nous disons qu'il faut que l'État mette en place des centres de santé partout dans le pays, même s'ils sont petits. Parce qu'un enfant qui est malade en Cambé ne vient pas doit se soigner la nuit. Parce que la nuit, quand on est en Cambé, il n'y a pas de transport public pour l'amener à l'hôpital de référence à Douala. Il n'y a pas de route, s'il pleut, c'est encore pire. Donc on met un centre de santé en Cambé, on en met un à Bomban, on en met un à Nangaïboko, on les met partout. Donc c'est ce de référence, je dis qu'on en a besoin, mais on ne peut pas venir dans un discours de fin d'année nous dire on fait 3 hôpitaux à Yaoundé, à Douala, à Sambalima. Mais qu'est-ce qu'on fait de Bamenda? Qu'est-ce qu'on fait de Mara et de Garoua? C'est un problème qui est Bafoussam. La question va demeurer. Elle va demeurer. Il y a une question de fond, de mise en place de structures de protection sociale. Le président parle d'insécurité. Moi, l'insécurité aux frontières, honnêtement, c'est grave. Mais l'insécurité que je vis tous les jours à Yaoundé, elle est plus extraordinaire. Si une moto vient à me cogner dans Yaoundé et que je n'ai pas d'argent sur moi, eh bien alors, j'ai beau être maître Sim, les infirmiers à l'hôpital ne me prendront pas en charge et je peux mourir sur le banc des urgences parce que nos médecins et nos infirmiers ne prennent pas les gens en urgence. Si vous n'avez pas d'argent, on vous demande d'où vous venez, on vous donne les cas, on facture les cas et tout ça. Donc je dis, la question est plus fondamentale et le président doit vraiment y répondre. La sécurité pour nous, c'est la sécurité au quotidien. Si on tombe malade à 23 heures, est-ce qu'on peut arriver à l'hôpital si on n'a pas sa voiture? C'est ça l'insécurité dont il faut parler. Si un enfant a une maladie grave à minuit, est-ce que son père peut le soigner s'il n'a pas les moyens? C'est ça la sécurité dont il faut parler. C'est celle-là. Elle est quotidienne, elle est là. La sécurité aux frontières, elle est grave, mais on a des militaires formés suffisamment pour pouvoir quand même lutter contre l'insécurité. On a enlevé 4 jeux français ou 5 ou 6. C'est grave. Mais je dis qu'à côté de ça, combien de Camerounais meurent au quotidien par manque de soins dans l'anonymat. Nous allons ressortir de ce... merci Maître Sim, nous allons ressortir de ce volet social, hein, mais sans oublier, parce que le docteur Simon est sur ce plateau, nous n'allons pas omettre que dans le dernier discours du chef de l'État, il parlait de la professionnalisation dans les écoles. Docteur Simon est enseignant d'université. Vous qui êtes enseignant d'université, la professionnalisation dans les universités, c'est déjà effectif? Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Merci de me passer la parole. Avant d'aborder la question sur la professionnalisation des universités, j'aimerais revenir une petite seconde sur le domaine de la santé. Allez-y. Ce qui fera réellement tourner à plein régime les établissements de santé au Cameroun, c'est premièrement l'adoption du processus d'accréditation et l'adoption dans nos établissements de santé de la démarche qualité et de l'assurance qualité. Oui. Tant qu'on ne prend pas en compte ces paramètres-là, nos établissements de santé resteront toujours des mouroirs. Bon, revenons donc à la question sur la professionnalisation dans les universités. Bon, ça... Qu'est-ce que c'est même? Qu'est-ce que c'est même déjà? Le système LMD. Oui. Le système LMD. Licence master doctorat. Licence master doctorat. Oui. On a entrepris donc de faire des formations qui sont mixtes. C'est-à-dire, il y a un côté qui est académique et professionnalisante. Et je prendrai l'exemple de l'université où je suis enseignant, l'université de Yaoundé 2. Notre nouveau doyen vient de mettre sur pied des licences professionnelles dans le domaine du droit, dans les sciences juridiques. De toute façon, on s'était rendu compte qu'un enfant qui finissait à l'université avec sa maîtrise en droit, si tu lui demandais qu'est-ce que tu peux faire, il allait te dire je peux faire ce qu'on me demande de faire. Ce qui voulait dire en clair qu'il ne peut rien faire. Parce qu'il était incapable de rédiger même un seul acte, un acte de procédure. Et je crois que c'est cette forme de professionnalisation qui va rendre les étudiants compétitifs. Et c'est dans plusieurs établissements, c'est le cas aujourd'hui. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, pour renforcer ce côté de professionnalisation, a
entrepris également d'intégrer dans le corps enseignant des professionnels qui auront le même statut que les enseignants titulaires d'université. Très bien. Je vais me retourner vers le pasteur Dimala Sac, toujours dans ce discours, parce que je pensais qu'on reviendrait sur les réalisations, parce que c'était l'habitude que le chef d'État nous avait donnée. Il parlait de ces réalisations, surtout les majeures, avant de venir sur les projets à venir. Et il avait été rapporté l'an passé que le problème de pension serait résolu, que les retraités allaient voir leur pension versée à temps, parce qu'il avait dit que les délais étaient trop long, c'était insoutenable. Et le ministre Alamine Ousmane Mey a fait des proclamations tout dernièrement et pour annonçant que les sociétés d'État reconverties, les employés des sociétés d'État reconverties devaient voir leur salaire versé. Et puis tous les villages se sont déportés à Yaoundé. À quoi est-ce qu'on a été soumis? C'était les émeutes, on a même parlé des morts. Alors le système social qui va être révisé pour être amélioré, qui débouche sur des morts et sur des grands-pères évanouis à l'hôpital. Vous qui êtes pasteur et qui avez suivi en tant qu'homme de médias également, comment est-ce que vous avez vécu cet état de choses? Ça nous a fait très mal. Et on s'attendait à ce que le président brosse un tout petit peu cette situation. Oui, c'est vrai. Mais face à ce mutisme, ce silence, il y a lieu de s'interroger. Mais cette interrogation trouve une réponse dans sa question: que valent les commissions de suivi? Parce qu'en fait, il n'est pas sur le terrain. Ceux qu'il a délégués, soit ne rendent pas compte, soit rendent mal compte. Et à force de proclamer les années antérieures, nous allons faire ceci, et puis au bout du compte, rien n'est fait, il se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un risque que d'annoncer encore une chose. Alors moi je me dis, il devient prudent, parce que quand on l'écoute, même il nous dit l'émergence est en 2035, mais attention, il nous renvoie au rebond les avertissements des institutions financières, comme pour nous dire attention, vous avez tout, mais si vous n'émergez pas en 2035, ça vous regarde. C'est à vous le problème. C'est à vous le problème. Puisque là, il se disait, il est dans une structure bien hiérarchisée, avec des délégations de pouvoir et des concentrations, mais au bout du compte, il se rend compte que il déclare en fin d'année, au début de l'année, comme un prophète, et à la fin de l'année, il ne peut plus revenir dessus, parce qu'en réalité, ceux qui sont chargés de rendre compte ne l'ont pas fait. Alors, maintenant, à qui jeter la faute? Alors, Simon, est-ce que vous avez le sentiment qu'en 2013, du moins, tous les hommes de Paul Biya se sont véritablement mis au travail pour l'avancement de la République? Ernest, je voudrais, à ce niveau-là, dire qu'à un moment donné, j'ai cru penser qu'il manquait des hommes. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Revenons donc à cette histoire du 8 septembre 2013, où les pensionnaires sont venus pour réclamer leur dû, c'était leur dû tout simplement. J'ai croisé au passage un certain Philippe, il venait de Bazou. Bazou c'est à l'ouest, Cameroun. Il est venu, et à la venue des banques, il y était. Lui, dans sa tête, il pensait que c'était quelque chose de 2 jours. Mais malheureusement pour lui, du 8, c'est finalement le 27 qui s'est présenté à la trésorerie générale de Yaoundé pour toucher une rondelette somme de 50 000 francs. On en parlait de la première partie divisée en 2 et la deuxième divisée en 3. Il y avait eu un calcul très compliqué. Voilà, très compliqué parce que cet homme, quand nous essayons un peu de voir les calculs, à écouter le dire, il était dans les 15 millions. 15 millions de francs CFA. La plupart d'entre eux d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi le ministre des Finances peut donner un communiqué mais qui après ne se concrétise pas? Est-ce que c'est lui le problème? Est-ce que ce sont les banques qui font problème? Est-ce que c'est autant de questions que nous sommes posées? Ernest, Francine, honnêtement parlant, en ma qualité, je n'ai pas pu trouver des mots justes face à cette situation. Peut-être qu'il faudra se rentrer encore pour essayer de voir un peu plus clair dans ce dossier. Mais comment comprendre que c'est le chef de l'État qui procède à toutes ces nominations et qui le premier est encore en train de se livrer à toutes ces jérémiades? Oui, parce qu'il est dans le discours de la déception là. Oui, parce qu'à un moment donné, nous rendons compte qu'il est en train de se poser lui-même des questions. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il a mentionné tout à l'heure, il y a des hommes. Il y a des compétences, il y a des intelligences, il y a des jeunes. Il y a tout. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça tarde à démarrer? Je ne sais pas si moi je vais répondre à ça. Ah oui, juste après ça, la transition du côté de la régie. Moi je pense que ça ne marche pas parce que le pays n'est pas gouverné simplement. Écoutez, si je suis président de la République et je donne des missions à un ministre des Finances, je lui dis, monsieur le ministre, me paye les retraités
Les délais sont anormalement longs. Je voudrais qu'ils soient payés dans des délais plus courts. Et que ce ministre-là appelle les retraités à Yaoundé. Et que ces gens qui doivent faire 2 jours à Yaoundé en face 10 ou 15, que certains meurent. Eh bien alors, moi, président, j'ai interpellé mon ministre des Finances quand même pour lui demander de me rendre compte. Mais écoutez, notre pays n'a pas de conseil des ministres. On fait 2 ans sans conseil des ministres, sans qu'un ministre ne voit le président de la République. Il faut gouverner le pays simplement. Peut-être c'est des feuilles de route qu'il faut avec un examen au bout du compte. Absolument, il faut rendre compte. Il faut que chaque semaine, ça se fait dans tous les pays du monde entier, même chez nos voisins ici à côté. Si je dis la France c'est loin, même au Gabon, mais au Sénégal, il y a des conseils de ministres chaque semaine. Le président lui-même est la première cellule de suivi. Il ne sait pas lui-même qu'il doit être la première cellule de suivi et donc des directives, il faut qu'il s'assure qu'elles sont suivies. S'il ne le fait pas, eh bien il ne gouverne pas. Conclusion, il y a des compétences, il y a des hommes, même dans nos maisons, quand on a un enfant, on vérifie quand même qu'il est bien exécuté. Quand on dit un enfant, la chambre est balayée. Autrement, on ne peut pas se plaindre tous les soirs sans savoir ce qui se passe. Je voulais vraiment finir par un seul mot sur ce que disait Dr Simon sur la professionnalisation. Non, on ne peut pas dire qu'on professionnalise les jeunes Camerounais aujourd'hui pour qu'ils aient des emplois. Parce qu'en fait, le grand cancer au Cameroun aujourd'hui, c'est le chômage. Nous formons chaque année 80 000 jeunes qui sortent des écoles et qui n'ont pas de formation qui puisse aboutir sur un emploi. On en parlera d'ailleurs avec la deuxième vague. Nous formons des chômeurs. Et le chômage, c'est le vrai cancer. Le président parle du chômage, mais il ne donne aucune solution. Il ne donne aucune stratégie pour en sortir. Il a évoqué, je m'attendais à l'écouter dire, voilà ce qu'on va faire pour le chômage. Il n'a rien dit. Il y avait des stratégies, ni à côté. Il a quand même signé, il a quand même signé 2 ou 3 décrets la semaine passée et celle d'avant. C'est la plus 4 000 militaires. Tout à fait, il y a 5 000 emplois. Il y a 5 000 emplois disponibles bientôt. Il y a les corps habillés qui seront recrutés également bientôt, c'est pas rien. Lorsqu'on produit 80 000 chômeurs par an et qu'après 10 ans, on en recrute 4 000, vous voyez très bien. Souvenez-vous que nous sortons tout de suite de 25 000. Et on vient d'avoir les 25 000, maître Simon. Aussi, on va fermer 600 centres de santé qui emploient en moyenne 10 personnes. Il faut également disposer le fichier solde de l'État. La solution en réalité que nous proposons aujourd'hui, c'est de refaire l'école à partir de l'enseignement de base. L'école au Cameroun, c'est l'école laissée par la colonisation, où on formait des gens qui savaient lire et écrire et qui devaient aider le colon dans l'administration de ses affaires. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de concurrence. L'adversaire, ce n'est plus le voisin, c'est le jeune japonais, c'est le jeune chinois. Eux, ils sont formés. Nous, n'importe quoi aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. Nous importons même les cure-dents. Vous vous rendez compte? Nous importons dans mon pays, le Cameroun, les cure-dents. Nous importons les cotons-tiges pour les oreilles avec tout ce qu'on a. Notre pays ne fabrique qu'une seule chose, la bière. Point. Même les habits sont importés. La friperie, je vois des gens importés dans ce pays. Il y a un problème de transfert de technologie. Oui, nous devons nous mettre des usines en place qui font dans l'habillement, qui font dans le textile. Sikaba a fait Madola, Sikam ne fait que les pains du 8 mars. C'est grâce à ça que Sikam vit. Le reste, ça ne marche pas. Donc, nous devons mettre en place une vraie industrie qui va créer des emplois. Autrement, si on se contente de prendre ce qui vient de l'extérieur, même les choses les plus simples, je dis bien, même les choses les plus simples comme le cure-dent, alors on restera dans cette situation. La situation. Merci. L'argent qui est produit va à l'extérieur parce que